Vous savez, parfois juste changer un mot dans une question, ça peut vraiment tout changer dans la réponse qu'on obtient. Ah oui, tout à fait. Comme l'exemple, si on demande puis-je avoir votre numéro ou plutôt quel est votre numéro. Exactement. C'est pas la même chose, la dynamique change, subtilement. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, on va explorer un peu cet art de la communication. On se base sur une vidéo YouTube intéressante de la chaîne Un peu mieux. Oui, et cette vidéo, elle s'inspire elle-même d'un livre qui s'appelle Exactly What to Say. D'accord. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y aurait des mots magiques. En quelque sorte, oui. L'idée centrale, c'est que certaines tournures de phrases, bien choisies, agissent un peu sur notre subconscient. Mhm. Elles sont, disons, pensées pour que dire oui, pour que l'acceptation, ça devienne plus naturel ou en tout cas plus confortable pour la personne en face. Intriguant, ça. Comment ça marche, concrètement? La vidéo parlait de viser le subconscient qui serait un peu binaire, oui-non. C'est un peu l'idée, oui. Prenons une technique comme seriez-vous ouvert à, par exemple. Si je dis seriez-vous ouvert à regarder ça sous un autre angle, Ah oui, qui a envie de répondre non et de passer pour quelqu'un de fermé d'esprit? Pas grand monde, hein. c'est sûr. Donc le oui devient la réponse la plus facile, la plus valorisante socialement, presque attendue en fait. D'accord, ça joue sur notre image, sur comment on veut être perçu. Malin. Mais comment on fait face à une réponse un peu floue, genre Hmm, je vais y réfléchir. Souvent, ça cache autre chose, non? Oui, c'est souvent le cas. Alors là, la source suggère une approche douce, juste par curiosité. Mhm. Demandez par exemple, juste par curiosité, qu'est-ce qui vous fait hésiter exactement? Ça permet souvent de déceler la vraie objection. Sans mettre la pression. Voilà, sans paraître conflictuel. C'est plus une marque d'intérêt en fait. D'accord, ça désamorce, oui. Et si l'objection est claire, mettons, le prix, un classique. J'ai vu passer la technique. Si je peux, accepteriez-vous? Ah oui, Du genre, si je peux ajuster le tarif pour vous, est-ce qu'on avancerait? Ça paraît un peu direct, peut-être? c'est direct, c'est vrai. Mais l'astuce, c'est que ce n'est pas une promesse ferme. C'est un test en fait. Un test. Oui, pour voir si le prix, c'est vraiment la seule raison ou la vraie raison du blocage. Si la personne répond non, on sait qu'il y a autre chose derrière. Ah d'accord. Et si c'est oui, alors là, on a une base claire. Soit on peut négocier, soit on sait que cette condition est essentielle. Je vois assez pour sonder le terrain, quoi. Hmm, Et pour la fameuse excuse du «j'ai pas le temps». on entend ça tout le temps. Alors là, une autre formule. Quand serait le bon moment? Plutôt que de demander si la personne a du temps, ce qui invite un non, Oui. on demande quand elle pourrait en avoir. Quand serait le bon moment pour qu'on en parle? Même juste 5 minutes. Hmm. Ça présuppose que ce moment existe. Pas mal. On déplace la question du possible vers l'agenda, en fait. Exactement. De l'incertitude à l'organisation. Et une fois qu'on sent que l'accord est proche, qu'on a un oui verbal, comment on fait pour concrétiser, pour éviter que ça reste en l'air? Ah, très bonne question. C'est là qu'intervient que va-t-il se passer ensuite. Mais attention, il ne suffit pas de poser la question. Non. Non, l'idée c'est d'expliquer clairement les étapes suivantes de façon simple et de finir par une toute petite question très facile qui engage. Par exemple. Un agent immobilier pourrait expliquer le formulaire à signer et conclure par Super, alors quelle est la meilleure adresse email pour que je vous envoie tout ça? Ah oui, répondre à ça, c'est déjà s'engager un peu plus dans le processus qu'on vient de décrire. C'est ça rend l'accord plus tangible, ça met en mouvement. C'est intéressant. Il y avait aussi une approche pour gérer quelqu'un de très sûr de lui, peut-être un peu critique, sans trop savoir pourquoi. Comment on fait sans rentrer dans le conflit? Là, c'est la question, que savez-vous de... Imaginez un ami qui critique un resto où il n'a jamais mis les pieds. Oui, ça arrive. On peut demander, calmement, ah bon? Qu'est-ce que tu sais exactement sur leur cuisine ou leur nouveau chef? Ça invite la personne à justifier son opinion. Et souvent, elle réalise qu'elle n'en sait pas tant que ça. Voilà, ça pousse à l'autoréflexion plutôt qu'à la confrontation directe. C'est subtil. Très subtil. Et pour aider quelqu'un à se projeter, à voir le côté positif, il y avait la technique imaginer un peu. Exactement. Imaginez un peu vous au volant de votre voiture toute neuve, ou imaginez les économies réalisées dans un an. Ça fait appel à l'émotionnel, à la visualisation. Oui, visualiser un bénéfice, ça rend l'action qui mène beaucoup plus désirable, plus concrète dans l'esprit. Que ces techniques, elles jouent quand même pas mal sur le cadre psychologique, non? Comme celle qui dit il existe deux types de personnes. Ah oui, celle-là, c'est du cadrage assez direct. Il y a ceux qui subissent les événements, et puis il y a ceux qui prennent les choses en main pour réaliser leurs objectifs. Mhm. On présente un choix, en fait, un choix binaire, où une option est clairement
plus positive, ou en tout cas alignée avec ce qu'on veut suggérer. Ça simplifie et ça oriente. Et pour toucher la corde sensible, les émotions, il y a comment vous sentiriez-vous si. Tout à fait. Comment vous sentiriez-vous si, d'ici Noël, ce problème était réglé? Ou si vous aviez enfin atteint cet objectif? Ça connecte directement la décision à une émotion future. Soit éviter quelque chose de négatif, soit atteindre quelque chose de positif. C'est ça. Éviter un regret ou anticiper un plaisir, une fierté, c'est un levier de motivation très, très puissant. Bon, on a vu une sélection, la source en listée 17, je crois, mais on voit bien le principe général, ce sont vraiment des outils pour reformuler la communication. C'est exactement ça, des outils. Ils ne forcent personne, attention, mais ils structurent la conversation pour que certaines réponses deviennent, disons, plus naturelles, plus probables. Ça s'appuie sur notre psychologie, nos émotions, nos désirs fondamentaux comme le besoin de cohérence ou l'envie d'être ouvert d'esprit, comme on disait. Et c'est applicable un peu partout, j'imagine. Pro, perso. Ah oui, dans énormément de contextes. Négociation, management, vente, mais aussi dans nos relations personnelles, pour mieux se comprendre, pour désamorcer des tensions. C'est très large. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour nos auditeurs. Si ces mots, ces tournures, ont ce pouvoir d'influencer, de faciliter les échanges, où se situe la ligne, d'après vous, la frontière entre une influence habile, une communication efficace et respectueuse, et quelque chose qui pourrait basculer dans la manipulation? C'est la grande question, n'est-ce pas? L'intention derrière l'utilisation. Voilà, comment on s'assure de rester du bon côté? Vaste sujet.